Merci tout le monde, bonjour. Je présente aujourd'hui, mais en arrière de moi, il y a une grande équipe. Je représente aujourd'hui trois facultés. On est la faculté médecine, la faculté des sciences infirmières et la faculté de pharmacie. Mes collègues n'ont pas pu assister, mais je représente toutes ces équipes aujourd'hui. Et je vais vous présenter un modèle qui est en évolution, est en développement. Ça veut dire qu'à la fin, j'aimerais aussi parler avec vous de qu'est-ce que vous voyez dans ces modèles. C'est en évolution, c'est en développement. Je serai preneuse de tous les commentaires. Pour commencer à expliquer d'où ce modèle vient, il faut que j'explique le contexte à l'Université Montréal. Je suis un peu comme vous le disiez tantôt, je suis indisciplinée, je suis un psychologue cognitive qui travaille dans une faculté de médecine. Ça commence à parler d'où ces modèles viennent. Dans notre contexte à l'Université Montréal, je parle de l'Université Montréal parce que c'est différent dans d'autres universités. Dans d'autres universités, habituellement, des facultés des sciences de la santé, il y a une seule faculté des sciences de la santé. Alors qu'ici, à l'Université Montréal, on a trois facultés. On a médecine, sciences infirmières et pharmacie. Qu'est-ce que ça veut dire? Que dès l'entrée, on a une division administrative, logistique et physique. Je voulais commencer par une citation d'une des personnes des sciences infirmières. Si vous voyez ici, ça c'est sciences infirmières, ça c'est médecine et ça c'est la pharmacie. Pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec le campus de l'Université Montréal, ici c'est la montagne, c'est comme le bâtiment insigne de l'Université Montréal. Donc, quand on a commencé le projet, on est allé visiter nos collègues de sciences infirmières. La première chose qu'ils nous ont dit, c'est « Ah, c'est bien d'avoir ici ceux d'en haut. » Donc, pour que vous voyez à quel point on est fragmenté, on était vu vraiment comme ceux d'en haut. Ah, on décidait de descendre, nous voir. Et la discussion a commencé comme ça. Pour moi, c'était très représentatif de ce qui se passe en termes de communication entre ces trois facultés. L'enseignement, évidemment, c'est fait en silo. C'est un enseignement, un apprentissage en silo. Ce type d'enseignement, on le sait déjà, ça favorise des relations fondées sur le pouvoir, la concurrence et les hiérarchies, particulièrement les relations entre médecins et infirmières. Tantôt, je vais toucher à ce type de relations. Évidemment, ce type de relation, ça nous prépare très mal pour un travail en équipe, alors que c'est ça qu'on demande beaucoup de travail, beaucoup de nos professionnels de la santé aujourd'hui. Ce qui est un peu étrange et bizarre dans toutes ces divisions de la connaissance, c'est qu'on a un objectif commun. Donc, le travail délicat et complexe des soins aux patients nécessite l'expertise de nombreuses disciplines et on travaille tous pour un objectif commun. On ne pourrait pas travailler les unes sans les autres. Ça, c'est évident dans les plans de travail, mais on ne peut pas apprendre ensemble non plus. C'est comme une dichotomie qu'on est appelé à travailler ensemble. C'est le cœur du travail des équipes médicaux, mais on ne peut pas apprendre ensemble. Alors qu'on sait déjà, c'est reconnu, c'est une nécessité du XXe siècle qu'on parle de la collaboration interprofessionnelle entre différents professionnels de la santé. On sait déjà que c'est une signature de qualité et de patient safety, de sécurité des patients. Donc, la majorité, pour ceux qui ne sont pas au courant, la majorité des erreurs médicaux dans le système, ça appartient à des erreurs de communication entre les professionnels, pas au niveau des erreurs techniques. Donc, c'est vraiment la communication qui est au cœur des difficultés de travail en équipe et qui met en danger la sécurité des patients.
Donc, en plus de notre réalité aussi, c'est qu'après avoir obtenu des diplômes dans des programmes isolés, on s'attend de manière irréaliste qu'ils travaillent en équipe, tous ces étudiants. Donc, on les enseigne en silo, mais nos attentes sont énormément grandes par rapport au travail en équipe, alors qu'ils apprennent en silo, comme je l'ai dit tantôt. Donc, finalement, la question, qu'est-ce qu'il faut-il enseigner? Il ne suffit pas simplement d'enseigner aux étudiants et aux praticiens la collaboration, parce que ça, c'est une des questions, OK, on va les apprendre la collaboration. Mais ce n'est pas seulement parler de la collaboration et de l'importance de cet élément, c'est de promouvoir, de donner la possibilité de créer des environnements et des expériences d'apprentissage. Donc, je fais l'emphase sur le mot expérience, parce que le modèle que je vais vous présenter, c'est basé sur les expériences. Donc, finalement, on est convenu, on commence à parler d'apprentissage transdisciplinaire. Et dans cet apprentissage transdisciplinaire, il faut qu'on intègre les perspectives de plusieurs disciplines. Ce n'est pas nouveau, on l'a déjà parlé toute la matinée. Mais il faut partir aussi des questions qui nous aident à diriger cet apprentissage transdisciplinaire. Donc, pour nous, il y avait comme deux questions principales. Qu'il faut-il apprendre ensemble? Parce qu'on parle de collaboration, il faut collaborer, il faut apprendre ensemble, mais quoi exactement qu'est-ce qu'on doit apprendre ensemble et comment nous travaillons ensemble? C'était deux questions qu'on avait au début. C'est important, mais comment nous, on le fait? On le sait, il n'y a pas un modèle de collaboration universelle qui nous aide à déterminer comment ces collaborations se font. C'est très dépendant de chacun des milieux cliniques. Donc, on peut constater qu'une des choses qu'on doit tenir en considération, c'est qu'on n'est pas en train d'entraîner des équipes, on entraîne des individus qui développent leurs habilités pour s'intégrer dans n'importe quelle équipe. Donc, ça, c'est une prémisse de base pour nous dans qu'est-ce qu'on aimerait que les étudiants développent. Et la prochaine question, c'est quel type d'enseignement et d'apprentissage? Donc, je vais vous présenter le modèle aujourd'hui. C'est basé sur la méthode de la simulation. Donc, la simulation, c'est un espace commun entre ces trois facultés. La simulation, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une méthode d'apprentissage dans laquelle on reproduit les milieux cliniques à des différents degrés de fidélité. Donc, on a des hautes fidélités et des bas fidélités. Donc, quand vous rentrez au centre de simulation, une des premières choses que vous vous demandez, c'est qu'est-ce qui c'est réel et qu'est-ce qui c'est pas réel, parce que vous avez l'impression que vous rentrez dans un hôpital. Dépendamment de qu'est-ce qu'on est en train de simuler, on intègre différentes techniques de simulation. On intègre des mannequins computérisés qui répondent aux interventions d'équipes médicaux. Ou, ce que je vais vous montrer tantôt, on intègre aussi des acteurs professionnels qui jouent le rôle d'un patient. Donc, c'est eux qu'on appelle les patients simulés. Donc, un peu d'exemple de comment ça se voit un centre de simulation. Ça, j'ai le plaisir de travailler dans ces milieux tous les jours. Donc, c'est un peu comme ça. Quand on rentre, on voit des acteurs, on voit des effets spéciaux de temps en temps, dépendamment de qu'est-ce qu'on est en train de simuler. Et comme je dis, on intègre les patients simulés, ce sont des acteurs professionnels qui vont représenter un patient. Donc, on voit la simulation comme une méthode transdisciplinaire. Déjà, les trois facultés sont appelées à implémenter cette méthode. On a 3 centres de simulation. On est 3 facultés avec 3 centres de simulation. En fait, sciences infirmières, ils ont 2 centres de simulation. La simulation, pour vous dire, c'est une méthode très chère, extrêmement chère. Donc, quand on pense à 3 facultés qui ont 3 centres de simulation, c'est un peu extravagant comme information.
Donc, notre approche, on a utilisé une approche inductive. Ça veut dire que on a commencé toute une expérience de collaboration ensemble sans savoir trop c'était quoi le modèle qu'il y avait en arrière de cette collaboration. Donc, on a parti beaucoup d'un raisonnement empirico-inductif et finalement, on a théorisé à travers un modèle que je vais vous présenter tantôt. Donc, le projet de collaboration, je vais vous présenter principalement le projet de collaboration entre sciences infirmières et médecine. On est maintenant dans une deuxième phase du projet dans laquelle on travaille maintenant avec la pharmacie qui se sont rendus compte que médecine travaillait avec sciences infirmières. Ils ont allé cogner la porte et ils ont dit nous aussi, on aimerait être intégrés dans cette expérience. Donc, pour que vous voyez ici, la partie qui m'intéresse le plus, c'est de voir tous les participants. Donc, dans une première phase, c'est le visoyer. Donc, avoir le buy-in des personnes qui sont en haut de la structure administrative, c'était important. Les directeurs des centres de simulation et des conseillers en pédagogie à l'enseignement pour la simulation. Après, on avait des experts de contenu de 2 facultés. Maintenant, avec pharmacie, on a des 3 facultés. Et dans la phase 3, qui c'est la mise en place du projet, on intègre tous les étudiants de 3 facultés et différents personnels du monde de la simulation. Donc, ça, j'avais des diapos supplémentaires au cas où on aurait des questions. Mais la partie qui m'intéresse le plus, c'est que dans la phase 1, une des choses qui était très importante pour nous, c'était de parler, de réfléchir sur les choix des cohortes. On n'est pas rentré en disant on va développer un projet de collaboration pour des étudiants de première, troisième. On ne savait pas. On s'est réunis et on a commencé à parler quels sont les objectifs de chacune des facultés. Et au fur et à mesure, on a défini chacune avec sa carte de compétences. Chacune a désigné quel était le niveau des étudiants qui ont désiré dans les projets de collaboration. Finalement, on est appelé à faire les projets avec les infirmiers, l'infirmier praticien spécialisé. Donc, ça, c'est très délicat. C'est une nouvelle fonction des infirmières. La relation entre le médecin et l'infirmière est un peu difficile parce qu'elle est marquée par des aspects de hiérarchie et des aspects de la réservation des actes professionnels. C'est qui peut faire quoi? Jusqu'à où ils peuvent aller? C'est qui a la responsabilité civile au cas où quelque chose arrive? Les infirmiers praticiens ici au Québec, récemment, l'année passée, on a acquis le droit de faire le diagnostic. Donc, avant, c'était seulement le médecin qui s'occupait des diagnostics. Maintenant, on a les infirmiers praticiens et ils n'ont pas seulement le droit de faire des diagnostics dans certaines situations, mais ils ont le droit aussi de proposer des traitements. Et ce sont des infirmières qui sont différentes du reste des infirmières. C'est une spécialisation en sciences infirmières. Au Canada? Au Canada, en général, ça existe, mais la législation ici au Québec est particulière du Québec. Donc, ça, c'est important parce que dans le projet de collaboration, c'était de démêler comment ces 2 rôles se rencontrent et comment il y avait une difficulté de pouvoir. Les infirmières praticiens qui voulaient s'établir dans les milieux et les médecins qui se sentent un peu vulnérables parce que c'est leur champ d'expertise. Donc, tout le monde commence à se demander, mais finalement, c'est quoi notre expertise? Ça, c'était une expertise exclusive des médecins. Maintenant, on les partage. Donc, jusqu'à où ils sont en mesure de partager. Donc, comment on apprend ces collaborations à nos étudiants? Ça, c'était une inquiétude. Donc, finalement, on a choisi les infirmiers praticiens spécialisés qui sont de niveau de maîtrise et les étudiants de 4e année de l'externat.
Ce sont des étudiants qui sont en train de faire les rotations cliniques dans les différents hôpitaux. La prochaine question, c'était que faut-il simuler? Donc, quels sont les aspects fondamentaux de la pratique collaborative entre les IPS et les médecins? Une des choses qu'on s'est rendu compte quand on a fait dans les phases que je vous ai montrées tantôt, on n'est pas arrivé avec une définition de qu'est-ce que c'était travailler ensemble ou d'interprofessionnalisme. La première chose qu'on a fait, c'est de demander à nos experts en contenu de nous dire qu'est-ce que c'était pour eux l'interprofessionnalisme, mais pas d'un point de vue théorique, mais dans la vie pratique, comment ils pouvaient définir cet interprofessionnalisme. Une des premières choses qu'on a compris très rapidement, c'est que ces professionnels sont appelés à travailler de façon collaborative, mais en utilisant un moyen de communication asynchrone. Donc, ils ne collaborent pas sur le même espace tout le temps. Donc, ils collaborent à travers des artefacts. Exactement. Les notes, ils se parlent beaucoup au téléphone. Et on avait des médecins, des IPS qui nous ont dit, bon, on n'a jamais rencontré les médecins, on ne sait pas comment ils sont. On se communique toujours comme ça. Ça, c'est une révélation pour nous parce qu'à chaque fois qu'on parle de collaboration entre ces trois facultés, on a le reflet inné de mettre tous les étudiants ensemble. Et c'est le reflet des visuels des trois facultés aussi. OK, nos étudiants vont être au centre des simulations. Donc, ça, c'est une des premières choses qu'on a rencontrées et on a démystifié. C'est finalement, ça se passe ça comme dans la réalité. Donc, on ne va pas reproduire un modèle qui n'existe pas dans la réalité. Alors que ça laissait... les gens étaient inconfortables de parler d'un projet de collaboration dans lequel les gens ne se trouvaient pas au même espace. Mais c'est une des premières choses qu'on a déterminées avec eux. Une autre chose qu'on a déterminée avec les experts en contenu, c'est que la relation était basée sur la confiance. C'est une relation qui est basée c'est une relation légale. Il y a des variables légales dans ces relations, mais les médecins et les IPS sont prêts à traverser ces limites légaux s'il y a un lien de confiance. Donc, dépendamment de la situation, ils sont en train, ils ont reconnu, écoute, si on a trop de patients et on voit que l'IPS est là, on peut l'appeler, on peut dire, prends soin de ces patients et on fait beaucoup de délégations à ce moment-là. Mais qui n'est pas écrit qu'il faut le faire comme ça et c'est pas nécessairement légal, mais c'est un contrat qui s'est fait à partir de la confiance. Donc, nous, on s'est dit, on revient à la question, qu'est-ce qu'il faut simuler? Il faut apprendre ces étudiants à développer la confiance entre professionnels. Mais faire une simulation où on simule la confiance, c'était quelque chose de difficile. Pardon. Donc, on est allé voir la littérature et rapidement, on a vu que la confiance et l'empathie envers les autres professionnels, c'était à la base de la collaboration. Quand on parle de collaboration, on a les reflets aussi presque immédiats de penser à la communication. Donc, nos expériences de collaboration précédentes étaient basées sur la communication. Tous les étudiants ensemble en train de communiquer quelque chose, un plan de traitement, mais tous ensemble. Et on s'est dit, on aimerait aller même plus en arrière. La confiance, ça se passe avant la communication. Avant que je communique, j'ai une stéréotype de c'est qui l'autre personne que j'ai en face de moi et qu'est-ce que je peux donner à cette personne-là. Donc, on s'est dit, c'est ça qu'on aimerait aller chercher avec ces étudiants. Parce que ça, c'est la base. Tout le monde le sait, c'est écrit dans plusieurs articles empiriques, mais on ne l'adresse pas. On la reconnaît, mais on ne l'adresse pas parce que c'est évidemment très difficile. Et c'est là où un psychologue rentre dans l'équation. On dit, écoute, l'empathie, c'est quelque chose que ça prend aussi. La confiance, c'est quelque chose que ça prend. On va apprendre et on va enseigner ça. Donc, je parle de la confiance interprofessionnelle
qui est un phénomène c'est émergent, c'est pas quelque chose qui est très connu, et dans lesquels on se met en situation de vulnérabilité. La confiance, ça veut dire que je me mets en situation de vulnérabilité et j'accepte l'autre. Donc, j'accepte un certain niveau de risque et je me mets vulnérable. Donc, comment me mettre vulnérable quand je travaille avec les autres? C'est ça les premiers pas de la collaboration. Un autre élément, c'est la confiance. Donc, c'est ça qui est dans toutes les relations humaines et surtout dans les équipes de soins de santé, ce n'est pas l'exception, c'est là. Mais on parle d'un type de confiance très spécifique. Donc, quand ce sont des équipes très dynamiques qui changent et pour lesquelles l'environnement change très rapidement, on parle d'une confiance rapide qui est développée sur la définition des rôles de l'autre. Donc, je fais confiance pas à une personne, mais je fais confiance à une professionnelle. C'est que je pense que cette professionnelle fait au rôle de la personne. Je ne fais pas confiance à la personne, mais au rôle que cette personne joue dans l'interaction. Un autre élément, c'était l'empathie interprofessionnelle. Donc, on apprend aux étudiants, et on l'apprend au centre de simulation, on les apprend à être empathiques envers le patient, mais pas envers les autres professionnels. Donc, l'empathie, c'est comment je me mets à la place de l'autre. En quel moment je me mets à la place de l'autre pour comprendre comment la réalité se voit de l'autre côté. Donc, on sait que c'est un élément qui est là, mais on ne parle pas de ça. Donc, moi-même, je me suis mis au défi de comment on écrit des objectifs d'apprentissage qui vont adresser la confiance, l'empathie interprofessionnelle et comment on va faire ça en simulation. C'était un gros défi. Une des premières constantes qu'on a eues, en fait, je vous ai parlé tantôt, c'est que c'est une collaboration asynchrone, qu'il y a des aspects attitudinaux et émotionnels dans la relation et que c'était ça le point critique d'apprentissage pour ces étudiants. Donc, je parle de la définition des rôles parce que les objectifs, on les a fait autour de la définition des rôles. Comment je comprends le rôle de l'autre personne et c'est parce que si on ne comprend pas qu'est-ce que l'autre personne elle fait, c'est là où tous les préjugés et stéréotypes vont sortir. Quand on faisait la rencontre avec les experts en contenu, par exemple, les infirmières, les IPS étaient sûres que c'était à eux de jouer le rôle d'avocat du patient, alors que les médecins ont tout de suite réagi et ont dit, écoute, nous aussi, on est des avocats du patient. Donc, il y avait un stéréotype de qu'est-ce que c'est être médecin, mais qu'est-ce que c'est être médecin dans une génération antérieure. Être médecin aujourd'hui et être médecin 20 ans avant est complètement différent. Donc, le profil de médecin a changé. On parle maintenant d'une médecine socio-communautaire. Donc, on parle d'un médecin qui est beaucoup plus impliqué, qui ne traite pas seulement la maladie, mais qui fait beaucoup de prévention. Ça, c'est avant, les médecins traitaient seulement la maladie. Donc, il n'y avait pas de travail en prévention tant que ça. Donc, quand on ne comprend pas qu'est-ce que l'autre il fait, c'est très difficile de collaborer. Et c'est là où on a conceptualisé un modèle qu'on appelle le modèle de Pénètre. Et dans ce modèle, c'est un modèle très simple. C'est un modèle dans lequel on invite les étudiants à savoir de première main ce qu'ils font les autres professionnels. Comme je dis, la simulation, c'est le moyen idéal. À chaque fois qu'ils ont demandé aux étudiants et aux experts en contenu, qu'est-ce que vous pensez que l'autre il fait? Ils nous ont dit, oh, je pense, ils m'ont dit. Et la prochaine question, c'était, est-ce que vous avez vu ces autres professionnels en train de faire ce que vous pensez qu'ils font? La réponse à ces questions, c'était toujours non. Même avec des médecins avec 25 et 30 ans d'années d'expérience, ils nous ont dit, écoute, je n'ai jamais vu une infirmière poser tel geste ou tel autre geste. Je sais qu'ils le font, mais comment ils le font, je n'ai jamais vu.
Donc, on s'est dit, la simulation va nous permettre de voir à travers une fenêtre, de voir des premières mains comment les autres ils font les choses. Donc, on ne se fait pas dire, on va lire le rôle, on ne va pas lire le rôle de l'autre dans un livre, mais on va voir qu'est-ce que l'autre il fait. Donc, on demandait aux étudiants, on avait une patient, on avait ajouté des couches de complexité, on avait une patiente et le fils de la patiente était dans un contexte de CHSLD. Et ce monsieur ici, ce n'était pas l'acteur, mais pour vous montrer qu'il y avait un acteur qui représentait le fils de la madame qui est rentrée au CHSLD. Le CHSLD, c'est les maisons pour les aînés, pour ceux qui ne sont pas d'ici du Québec. Et on a fait une script, un scénario pour cet acteur pour qu'à chaque fois qu'il rencontre le professionnel, il met en question le travail de l'autre professionnel. Donc, à chaque fois qu'il rencontrait, par exemple, l'IPS, il disait, le fils disait, ben, madame, vous me dites que je vais rencontrer un médecin. Je veux savoir pourquoi je dois rencontrer 2 personnes pour le traitement de ma mère. Si quelque chose arrive, c'est qui est responsable de ma mère, à qui je dois communiquer. Donc, il mettait en question tout le temps l'autre professionnel, mais pas par rapport à leur rôle, mais par rapport au rôle de l'autre personne. Donc, il devait définir le propre rôle à partir du rôle de l'autre professionnel. Et c'était la même chose pour le médecin. Quand le médecin il rentrait en scène avec le même monsieur, il se faisait dire, moi, j'ai déjà rencontré une IPS qui m'a parlé de tout ça. Finalement, c'est quoi votre travail, monsieur? Je vois que c'est elle qui est en charge de ma mère. Je ne comprends pas. Et donc, finalement, c'était toujours de leur mettre en question. Pendant que tout ça s'est passé, tous les autres professionnels regardaient, ils remplissaient une fiche dans laquelle ils devaient observer les similitudes entre les 2 professions, les chevauchements entre les 2 professions et les différences entre les 2 professions. On savait que le scénario allait inciter à dire qu'il y avait beaucoup de similitudes. Donc, finalement, où on mettait les limites, aussi s'il fallait mettre les limites entre les professionnels. Donc, ça, c'est quelque chose pour représenter le modèle transdisciplinaire qu'on a développé. Et j'aime penser à cette métaphore de la transdisciplinarité comme une salade. Donc, dans un premier moment, on a des disciplines distinctes. Donc, on a les tomates. Après, on a la multidisciplinarité, les médecins qui s'occupent des diagnostics, les IPS qui s'occupent des prescriptions et de certains traitements. Là, on a des tomates et des carottes. Après, quand on parle d'interdisciplinaire, on disait, OK, c'est la prise en charge que ces 2 professionnels font du patient. Et là, on a cette salade. Et après, on parlait d'une salade mélangée. On pourrait dire ça. Et ça, c'est la transdisciplinarité. Donc, là, on disait, la partie qui est transdisciplinaire, c'est la confiance et l'empathie interprofessionnelle. N'importe de quel point de vue on le regarde, là, ça appartient pas à aucune de ces 2 disciplines. C'est vraiment le mélange entre les 2. Merci. Merci.